Madame, Monsieur, bonsoir. Après Alger, Oran, la révolte des jeunes s'étend en Algérie. L'état de siège et le couvre-feu sont maintenus. Un test sanguin va révolutionner le dépistage du mongolisme chez les femmes enceintes. Il sera commercialisé en France au début de l'année prochaine. Au tableau d'honneur de la semaine, Nîmes, évidemment. Il y a bien eu des morts à Alger au cours des émeutes qui ont continué la nuit dernière malgré le couvre-feu. Le commandement militaire, sans en donner le chiffre, a reconnu qu'il y a eu mort d'hommes dans les rangs des manifestants et des forces de l'ordre. Premier bilan officiel chiffré, celui des arrestations, près de 900. Les troubles aujourd'hui ont gagné Oran. L'agence d'Air France a été saccagée. Et à Alger, pour la première fois cet après-midi, des bannières intégristes ont été brandies par plusieurs milliers de jeunes manifestants. Ce vendredi, jour de prière, les blindés cernaient pourtant les mosquées. D'abord, le point de la situation par téléphone. Écoutez bien, les lignes ne sont pas toujours bonnes. Par téléphone donc avec Jacques Merlino qui a réussi à gagner Alger et Patricia Coste. Voilà. Les rues d'Alger, cette fois aux mains des compagnies nationales de sécurité, les CRS algériens, cela ne s'était pas vu depuis l'indépendance du pays. Le couvre-feu la nuit dernière a été respecté. Le commandement militaire avait prévenu, tout sera fait pour établir l'ordre, tout, y compris l'emploi d'armes à feu. Intimidation réussie ou repli tactique, les jeunes émeutiers n'ont pas la nuit dernière recommencé leurs raids éclairs et destructeurs. Certains nettoient devant leurs portes. Ils attendent maintenant que les responsables de la situation contre laquelle ils protestent fassent de même. Mais rien n'est réglé. Dès ce matin, des incidents ont repris. C'est un calme extrêmement précaire qui règne ce soir à Alger. Dans l'après-midi, 2 manifestations se sont organisées après la grande prière du vendredi. L'une partant de Bellecour et l'autre de Bab el Oued, avec à leur tête des intégristes réclamant que les corps des victimes soient rendus à leurs familles. Car c'est maintenant officiel, il y a eu plusieurs morts dans la journée d'hier, bien que le nombre exact ne soit toujours pas communiqué. Des affrontements sporadiques ont eu lieu en fin d'après-midi, notamment en place du 1er mai. Les jeunes manifestants furent assez vite dispersés par une police et des forces anti-émeutes extrêmement nombreuses. Mais ce qui frappe le plus ce soir à Alger, c'est l'omniprésence de civils, membres de la police secrète ou cadres du FLN, qui surgissent brutalement et armés de fusils, vieilles mitraillettes, gourdins ou barres de fer, procèdent à des séries d'arrestations. L'image de ces centaines d'hommes qui quadrillent Alger marque la volonté du gouvernement algérien de récupérer à tout prix le contrôle de la rue. Mais c'est en province maintenant que les incidents s'étendent et surtout à Oran. L'agitation s'étend en Algérie. Oran, la deuxième ville du pays après Alger, est ce soir complètement bloquée. Personne ne peut y entrer ou en sortir, l'armée fait barrage. Les troubles ont commencé ici vers 13h30 après la prière à la mosquée. Des jeunes descendus des banlieues se sont attaqués aux symboles du régime, hôtels, cafés, mais aussi stations-service. L'armée a tiré, mais nous ignorons encore s'il y a des blessés. En ce moment, d'épaisses fumées noires s'élèvent au-dessus de la ville. Et à la télévision, des communiqués passent et repassent, demandant aux gens de rester chez eux. Demain sera une journée décisive. C'est en principe la reprise du travail. Si les troubles continuent, l'activité du pays sera sérieusement paralysée. Le couvre-feu a été avancé et prolongé d'1 heure. Il entrera donc en vigueur à 22 heures ce soir. L'agence officielle de presse algérienne a donné tout à l'heure son explication des événements. Il s'agit selon elle d'un petit nombre d'éléments hostiles dont l'identité n'est pas précisée, coupables de machinations subversives pour satisfaire leur honteux appétit. Fin de citation. Le président Chadli est-il encore véritablement aux commandes? Parvient-il à contrôler son propre encourage? C'est la question la plus délicate qui se pose ce soir. Jean-Marc Ilouz. Quand en juin dernier, à Alger, le président Chadli joue la carte de la réconciliation spectaculaire avec le roi Hassan du Maroc, ce n'est pas seulement pour mettre fin à 12 ans de brouille politico-militaire. Pour le Maroc et pour l'Algérie, il s'agit aussi de faire face à un danger commun à tous les pays du Maghreb, celui du mélange explosif démographie-chômage. La Tunisie et le Maroc
ont déjà connu leurs émeutes de la faim. Aujourd'hui, c'est donc au tour du président Chadli, au pouvoir depuis 9 ans, de faire face à la crise. Patron de l'armée, il ne peut ignorer qu'une partie de ses officiers lui reproche d'avoir, en se réconciliant avec le Maroc, sacrifié les intérêts du Polisario, le mouvement nationaliste anti-marocain soutenu par l'Algérie dans l'ex-Sahara espagnol. Patron du parti unique, le FLN, il sait que les anciens du parti n'apprécient guère de le voir jeter progressivement aux orties les grands principes du socialisme centralisateur au nom de réformes qui forcément prendront du temps. Des mesures d'urgence pour colmater les estomacs et apaiser les passions ne pourront seules suffire. En décrétant hier l'état de siège, le président Chadli aura été obligé de mettre de nouveau l'armée sur le devant de la scène politique, une décision dont on ne sait encore si elle favorisera ou freinera les réformes économiques que juge indispensables le président algérien. Liberté, égalité, fraternité en Algérie, c'est le slogan scandé ce matin à Marseille par des Algériens près des mosquées. Jusqu'à quel point la révolte des jeunes Algériens contre les rigueurs du régime contient-elle aussi des ferments religieux? Bruno Laudref. Les intégristes algériens sont peu organisés. Le groupe le plus puissant, le mouvement islamiste algérien, a pratiquement disparu en 1987 avec la mort de son animateur Mustapha Bouyali, tué par la police au cours d'une échauffourée. Ce mouvement recrutait plus particulièrement parmi la population jeune des quartiers pauvres d'Alger et des grandes villes du pays. À partir de 1987, donc, la répression policière a complètement décapité le mouvement. Jusqu'au procès qui a eu lieu le 15 juin 1987 et qui a fait comparaître 202, je crois, militants de ce mouvement, qui était le plus grand procès politique que l'Algérie ait jamais connu, ce qui donne une idée, si vous voulez, de l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en Algérie, l'intégrisme prenne l'importance qu'il a pris dans d'autres pays islamiques, comme par exemple l'Égypte ? En termes d'implantation de masse dans la jeunesse, oui, sans doute les mots d'ordre des mouvements islamistes sont des mots d'ordre qui sont assez bien perçus, et cela d'autant plus que les mots d'ordre du régime, eux, sont complètement discrédités. Les intégristes algériens tentent ou tenteront bien évidemment de prendre la tête ou au moins de manipuler les mouvements anti-Chadli. De l'avis des spécialistes, il semble pour l'instant qu'ils aient peu de chances de réussir. Les 2/3 de la population algérienne n'étaient pas nés au moment de l'indépendance. Les jeunes manifestement hurlent pour sortir du carcan du système. Ces cris-là, comment de jeunes Algériens à Paris les entendent-ils? Pascal Deschamps et Didier Dahan ont rencontré 3 animateurs de Radio Beurre qui rentrent d'Algérie. Les jeunes qui affrontent les militaires aujourd'hui sont leurs cousins, leurs amis. Et rien ne résume mieux leur révolte que la musique raï, le cri de toute une génération. Dans cette chanson, Abdelhak, le chanteur, nous dit que je pleure, je me plains. Où sont les hommes d'avant? Où sont les femmes d'avant? Où est la jeunesse d'hier? Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien à faire dans ce monde. Dans ces chansons, on parle de sexe, on parle d'alcool, on parle de mal de vivre. Et s'il y a peut-être un espoir peut-être à voir dans ce qui se passe actuellement, ça serait le ras-le-bol de la jeunesse par rapport à l'institution et le désir de vivre autrement, peut-être sous le sable et sous Alger, la plage, quoi. Je me souviens très bien de la volonté des jeunes à vouloir participer, mais très très fortement. Ils aspirent à certains loisirs, ils aspirent tout simplement à avoir des choses qu'on a normalement dans notre jeunesse, tout simplement. Tous ces jeunes n'ont pas connu la guerre d'Algérie, qui est un des ferments sur lesquels s'appuie le FLN pour ces luttes d'aujourd'hui, mais en même temps, peut-être que ces jeunes n'en ont rien à foutre, pour employer un langage trivial, de la guerre, et que maintenant ils aspirent à écouter du rail, mais aussi ils aspirent peut-être à écouter Michael Jackson, à d'autres choses, et à entrer peut-être aussi dans une société de consommation, et ce qui n'est peut-être pas complètement le cas, et que les aspirations, elles sont ailleurs. Comment la télévision algérienne fait-elle état ce soir de la situation? Voici le début du journal télévisé diffusé là-bas il y a quelques minutes à peine. Philippe Gassou. Si l'on en croit le speaker de la télévision algérienne, on a noté qu'il y avait actuellement à Alger des signes de retour à la normale, grâce, dit-on, à la responsabilité de la population. Les vestiges des manifestations d'hier et d'avant-hier ont été enlevés de la voie publique. Ce sont des images apaisantes qui ont été diffusées ce soir
à la population algérienne. Cependant, auparavant, juste avant que ces images ne passent, un speaker annonçait que les forces de l'ordre ont été autorisées à utiliser leurs armes et qu'à partir de ce soir, le couvre-feu serait monté à 22 h et ce jusqu'à 5 h du matin. Les services publics sont bien entendu exclus de ces mesures. Toute personne qui veut se déplacer pour motif grave doit se faire délivrer un laissez-passer. Une observation complémentaire et intéressante rapportée par l'un des témoins oculaires que nous avons pu joindre par téléphone. Les jeunes qui manifestent imitent ceux dont la télévision algérienne au cours de ces dernières semaines ne cessait de vanter les exploits. Les jeunes palestiniens qui font en Israël la révolution des pierres. Un mot justement à propos de la situation dans les territoires occupés. Il y aurait eu aujourd'hui 4 morts et une trentaine de blessés palestiniens. Enfin, une bonne nouvelle. C'est une innovation médicale qui va alléger la souffrance des générations futures. Un test sanguin a été mis au point qui va permettre de déceler chez les femmes enceintes le risque de mettre au monde un petit mongolien. Il y a à peu près en France 800 000 naissances par an, dont 1 millier de mongoliens. Les techniques de dépistage utilisées jusqu'ici permettent d'en déceler 180. Avec ce nouveau test, la tendance va s'inverser. Il a été mis au point en même temps en France et en Grande-Bretagne. Alain Labouze, Philippe Arroir. Demain, peut-être, beaucoup moins d'enfants mongoliens arriveront à terme. Grâce à un test sanguin pratiqué sur toutes les femmes enceintes qui le désirent, on va pouvoir identifier celles qui ont un risque plus important que les autres de porter un fœtus trisomique 21. Ce sont ces femmes qui ensuite subiront le véritable test de dépistage, la myosynthèse. Aujourd'hui, seules les femmes de 38 ans et plus bénéficient de ce test. Résultat, on ne décèle chaque année en France que 180 fœtus atteints et il continue d'en naître. Chez des femmes donc plus jeunes, environ 1 millier. Voilà, ça va ? L'idée depuis des années est de chercher un test, en particulier sur le sang maternel, qui permettrait au milieu de toutes ces femmes jeunes de sélectionner un petit groupe qui aurait ce risque des femmes âgées, c'est-à-dire de 2 à 3% de trisomie 21. Et à ce moment-là, de leur offrir la possibilité d'avoir une amniosynthèse qui permettrait de faire réellement ce diagnostic ou de leur dire, dans 98% des cas, votre enfant est normal. Pour les équipes de chercheurs, la course contre la montre pour la mise au point de ce test est engagée depuis longtemps. Ce matin, les Anglais ont annoncé pour d'ici à la fin de l'année un test qui permettrait de déceler dans 60% des cas les fœtus atteints. Ce soir, le professeur Boué, qui travaille depuis 25 ans sur le dépistage prénatal, nous déclare qu'il est capable d'aller encore plus loin. Ce qu'il faut tendre maintenant et sur lequel on travaille, c'est de trouver un test qui décèlerait 90%, voire mieux, des trisomies 21, donc la plus grande partie des trisomies 21, et donc avec le minimum d'erreurs. Vous l'avez trouvé ce test? Je pense qu'on n'est pas loin. Dans quelques mois? Oui, pour le début de l'année prochaine. Les enjeux commerciaux pour un test qui continue de se préparer dans le plus grand secret sont énormes. Mais surtout, le débat éthique autour de l'avortement des fœtus trisomiques 21 risque de rebondir. Sexe masculin, âge 22 ans, profession néant, domicile inconnu. Interpellé ce matin à Clermont-Ferrand, il a avoué le meurtre de la petite Ludivine, tuée et violée à 9 ans. Stéphane Magnier. C'est derrière les murs de ce commissariat du SRPJ de Clermont qu'est encore entendu à l'heure actuelle Robert Delcup. Les policiers ont pu remonter jusqu'au domicile qu'il partageait, semble-t-il, avec sa petite amie, grâce au portrait robot dressé après l'examen de tous les dossiers d'affaires de mœurs concernant les mineurs dans la région de Clermont ces derniers mois. Le SRPJ retenait 5 cas en particulier qui les conduisaient jusqu'à interpeller Robert Delcup ce matin. Il a avoué le meurtre de Ludivine en début d'après-midi. La petite fille de 9 ans avait été retrouvée poignardée, violée et ligotée dans une cave d'immeuble le 29 septembre dernier. De son assassin présumé, on sait encore qu'il était cuisinier-tuc à l'Hôtel-Dieu de Clermont et qu'il est originaire de Saint-Germain-en-Laye. Pour le reste, les policiers essaient de savoir s'il est impliqué dans d'autres affaires avant sans doute qu'il soit inculpé et écroué. On devrait en savoir plus demain matin à la conférence de presse que doit donner le procureur de Clermont.
Souvenez peut-être de l'incroyable histoire de ses parents qui élevaient une petite fille de 4 ans dans les principes nazis à Rennes. Eh bien, la mère a décidé d'abandonner définitivement son enfant à la DAS qu'il avait prise en charge. Puisqu'elle a été endoctrinée par la DAS, je la laisse à l'État français, a-t-elle dit. Les négociations entre le ministre de la Santé et les syndicats d'infirmières suspendues jusqu'à lundi, malgré de nouvelles propositions de Claude Évin. La coordination des infirmières, dont les syndicats refusent la participation à ces négociations, a organisé de son côté aujourd'hui dans les hôpitaux des assemblées générales pour créer une instance nationale. La grève s'est poursuivie de façon moins massive qu'hier. Et dans les hôpitaux, les services fonctionnent à peu près normalement. Tout le monde y met du sien, y compris les malades, comme l'a constaté Maryse Manot à l'hôpital Cochin, à Paris. Non, les petites infirmières sont gentilles dans ça. À part celles qui font la grève. Comme tout le monde fait la grève. Ah non? Non, pas toutes. Si? Oui. Mais si, madame, celles qui vous soignent sont en grève. Elles l'ont même affiché sur leur blouse. Seulement, elles sont astreintes à un service minimum. Ah non, on fait juste les soins minimums. Enfin, les soins de confort, on les fait pas. On fait juste les soins d'urgence. J'attendais par notre métier, on ne peut pas tout casser. Quand même. Elles se sentent soutenues, les infirmières. Les médecins donnent moins de prescriptions et les malades sont solidaires. C'est très justifié, attendu qu'elles font beaucoup d'heures et qu'elles font preuve de dévouement, bien souvent de grande gentillesse. Et puis surtout, c'est pas normal qu'elles soient payées moins cher qu'une femme de ménage. Vous essayez de les aider, de faire des choses que vous pouvez faire à leur place. Ah oui, exactement. Ce matin, oui, par exemple, j'ai eu un problème, je peux dire le bassin, non? Avec le bassin, on est venu me le passer, puis après, il n'y a eu plus personne. Il a fallu que je me débrouille pour arriver à pouvoir en sortir toute seule. Je fais les sorties des malades, on a un peu plus de travail administratif, je fais toutes sortes de choses que j'ai pas l'habitude de faire en temps habituel. Mais bon, ça prend pas beaucoup de temps de toute manière, et puis c'est bien volontiers qu'on le fait. Belle organisation, tout est fait pour que l'hôpital fonctionne sans casser la grève. Aujourd'hui, on est à 2. Il y en a une qui a été à l'Assemblée de la coordination. Et puis moi, je suis restée pour assurer aussi les urgences. On s'arrange comme ça. Pour beaucoup d'infirmières, c'est leur première grève. Un peu d'excitation, un peu de gravité. Elles ne la font pas forcément de gaieté de cœur. La situation actuelle est humainement indigne et administrativement intolérable. C'est en ces termes que le garde des Sceaux, Pierre Arpaillange, devant le congrès de l'Union syndicale des magistrats tout à l'heure à Lille, a commenté l'aggravation du conflit des gardiens de prison qui touche maintenant 117 établissements sur 180. Ce matin, les 4 accusés d'action directe, dont le procès devait commencer, n'ont pu être transférés au palais de justice de Paris. Isabelle Béchler. Le palais de justice était sous haute surveillance ce matin, paré à toute éventualité en raison du procès des 4 assassins présumés de Georges Best. Dispositif des plus stricts pour rien. Les leaders d'Action Directe n'ont pas été extraits de leurs cellules. Indignation du côté de la partie civile. Cette grève, je crois illégale, a de plus l'effet pervers d'empêcher l'application de la loi et de la justice et empêche d'examiner un assassinat commis il y a pratiquement 2 ans. Dans les prisons, la situation est toujours bloquée. Ici, à Fleury, les surveillants forment toujours piquet, comme dans 116 autres établissements pénitentiaires de France. Les négociations avec le gouvernement doivent reprendre ce soir à 20h30. Gilbert Bonnemaison, le médiateur, espère aboutir rapidement. Si, au terme des toutes prochaines heures, cet accord s'avérait hors de portée, j'en rendrai immédiatement compte au Premier ministre afin que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement normal du service public. Impossible en effet de continuer ainsi. Les commissariats et les dépôts des palais de justice servent de prison provisoire. À Bobigny, la Souricière est prévue pour faire transiter 20 personnes. Or ce soir, 57 condamnés ou prévenus y sont installés depuis près d'1 semaine. Il n'y a pas d'aération dans les cellules, qui sont des cellules aveugles et sans fenêtre. Les personnes dorment à même le sol sur des matelas mousse très petits, très étroits, dans des cellules qui sont très très étroites. Du point de vue de l'hygiène? Alors du point de vue de l'hygiène, c'est un problème dans la mesure où il n'y a que 2 douches qui fonctionnent actuellement sur 4. Donc vous imaginez pour 60 personnes. Les policiers qui doivent gérer ce provisoire qui dure un peu trop à leur goût ont aussi attiré l'attention des pouvoirs publics sur cette situation qu'ils taxent d'explosive.
Les négociations entre Gilbert Bonnemaison et les syndicats doivent reprendre ce soir. Le chômage technique menace de plus en plus de monde aux usines Renault. La grève d'un atelier au Mans a déjà provoqué la fermeture de Boulogne-Billancourt et de Sandouville. Véronique Auger. Conférence de presse de crise chez Renault. Contrairement à son habitude, la direction générale parle au milieu d'un conflit. Il faut dire que l'affaire est grave. Avec une seule usine en grève, celle du Mans, toute la régie va bientôt se trouver paralysée. Simplement parce que Renault travaille en flux continu, c'est-à-dire sans aucun stock. Dès ce soir, Flins, Sandouville et Maubeuge sont en chômage technique. Plus inquiétant, si rien ne bouge, mardi, les chaînes de Douai stopperont. La montée en puissance de la nouvelle R19 sera bloquée et 22 000 salariés seront sur le carreau. À l'origine de la grève, un chèque versé à 20 ouvriers de l'atelier de fabrication de trains arrière au Mans, un chèque en récompense de leurs efforts. Les 240 autres, soutenus par la CGT et la CFDT, ont immédiatement cessé le travail pour obtenir la même chose. Pas question, répond la direction. Nous avons programmé une réunion de négociation salariale le 13 octobre avec les signataires de notre accord 88. Nous aborderons au cours de cette séance la politique générale de l'entreprise en matière salariale. Mais nous estimons qu'actuellement les revendications spécifiques des grévistes du Mans ne sont pas recevables. Et vous prenez donc le risque que pendant une semaine, il y ait arrêt total de la production de Renault? Je compte sur la sagesse de l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris des grévistes. Un pari risqué lorsque l'on sait que la confirmation du redressement de Renault est tout entier fondée sur le lancement de la R19 actuellement en cours. Priorité absolue à la politique de la recherche. Le président Mitterrand inaugurait ce matin les nouveaux laboratoires de biotechnologie de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, à Jouy-en-Josas. Ce sont les efforts dans le domaine de la recherche qui décideront de notre statut de grand pays scientifique et industriel, a dit M. Mitterrand, mettant en cause, sans le nommer, les démantèlements prévus par le précédent gouvernement. Le chef de l'État a reçu cet après-midi Jean-Marie Tjibaou, qui lui a demandé d'être vigilant. Le président du FLNKS poursuit ses consultations dans le cadre de la campagne pour le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Élection aujourd'hui des présidents des conseils généraux en fonction des résultats des dernières cantonales. Pas de surprise, sauf en Gironde. Il n'y a pas eu assez de conseillers généraux présents pour élire un président. L'opposition avait décidé de boycotter le scrutin. L'élection devrait avoir lieu lundi. Un dictateur renié par l'opinion, mais qui a bien l'intention, comme la loi l'y autorise, de rester au pouvoir un an encore. Une opposition composée de 16 partis que la victoire risque maintenant de diviser. Telle est la difficile situation du Chili. Dans la capitale, l'opposition organise ce soir un gigantesque rassemblement populaire. À Santiago... Reconnaissance de la victoire de l'opposition, respecter la Constitution, assumer le mandat présidentiel jusqu'à la fin de l'année prochaine, s'est revêtu de son grand uniforme d'officier que le général Pinochet a mis fin hier soir à l'incertitude née de sa défaite. C'est clair, si certains pensaient que le général allait abandonner le palais de la Moneda, ils se sont trompés. C'est une nouvelle bataille qui s'engage, dans laquelle les partisans du oui veulent s'appuyer sur l'armée et la Constitution. Nous pensons qu'avec leur fermeté habituelle, les forces armées doivent préserver ce qui reste. Autrement dit, le général Pinochet doit rester au pouvoir pendant un an, comme le prévoit la Constitution. Pourtant, parmi les anciens proches du général, certains ne sont pas d'accord, cet homme en particulier. Il s'appelle Gustavo Lee, il a 68 ans, il est général de réserve de l'armée de l'air. Il y a 15 ans, il fait partie de la première junte militaire, c'est le deuxième à partir de la droite. C'est lui qui a ordonné ce 11 septembre 1973 le bombardement du palais de la Moneda. Je ne sais pas si nous y arriverons. Le général Pinochet est tellement ambitieux et avide de pouvoir. Mais je pense vraiment qu'il doit partir. Vous pensez que les forces armées accepteront cette décision? Je pense que oui. Je ne suis pas devin, mais vous voyez comme les forces armées ont déjà accepté le non. Vous dites cela parce que vous avez des informations? Je le dis parce que je connais l'armée. Elle est honorable et elle sent cette nécessité. Le haut commandement pourra être fidèle à Pinochet, mais la grande majorité de l'armée, non.
Le cadre qui se dessine au Chili semble être donc le suivant. D'un côté, le général Pinochet qui veut s'accrocher au pouvoir jusqu'à la fin de l'année prochaine. De l'autre, certains secteurs de l'armée qui préféreraient abréger cette transition. Difficile de dire qui gagnera. Ce qui est sûr, c'est que la situation au Chili risque d'être intenable dans les semaines qui viennent. Moscou ce matin, première manifestation depuis l'affaiblissement des conservateurs au sommet de l'État. Place Pouchkine, une vingtaine de protestataires demandaient la démocratisation de la Constitution. Ils ont été interpellés sans ménagement par la police. La fédération yougoslave à l'épreuve après les manifestations à Belgrade, en Voïvodine, une province au nord-est du pays, où il y a eu une centaine de blessés. L'agitation gagne maintenant le Monténégro. Les Serbes renforcent leur emprise. Emmanuel Vanier. Ils étaient plus de 100 000 à Titograd pour soutenir les manifestants de Voïvodine, une province du nord-est de la Yougoslavie. Hier soir, affrontement avec les forces de l'ordre, une centaine de blessés légers. Dans la soirée, les manifestants ont obtenu gain de cause. Le président et la direction de la province de Voïvodine ont démissionné. Mais les manifestants veulent plus, ils réclament le rattachement de la Voïvodine à la Serbie. La fédération yougoslave a reconnu le bien fondé de ces revendications. Cette réunification pourrait être entérinée dès la semaine prochaine, ce qui permettrait à la Serbie d'occuper une position dominante au sein de la fédération yougoslave. L'hommage de toute une nation à Franz Josef Strauß, dont les obsèques ont été célébrées aujourd'hui à Munich. Des funérailles nationales en présence du président sud-africain Botha et de nombreux délégués soviétiques et de toute l'Europe de l'Est. La disparition de Franz Josef Strauß a plongé les Bavarois dans un profond désarroi. Ils ne retrouveront sans doute pas de sitôt un homme aussi écouté par le pouvoir central. Désarroi également de la classe politique allemande qui a perdu un leader dont l'influence dépassait largement les frontières de l'Allemagne. Reconstitution d'une arrestation mouvementée aujourd'hui à Bayonne. Pérez Alonso, c'est l'un des convoyeurs de fonds de l'ETA. Il a été arrêté en avril dernier alors qu'il transportait dans sa voiture la somme de 35 millions de francs, soit le montant de la rançon exigée par l'ETA pour la libération de l'industriel Emiliano Revilla, enlevé il y a 8 mois et toujours détenu par les séparatistes basques. Lors de cette arrestation, échange de coups de feu, 2 blessés. Pérez Alonso a toujours affirmé que les coups étaient partis accidentellement. C'est pour vérifier cette déclaration que le juge Legrand, chargé du dossier basque, a organisé cette reconstitution. Attentat à la voiture piégée à Bilbao en Espagne cet après-midi, un mort, un blessé. Nîmes s'organise, Nîmes se reconstruit. La situation est presque revenue à la normale ce soir. Il s'agit maintenant de gérer les secours. Vous avez été nombreux à suivre et à participer à notre édition spéciale hier soir en direct de Nîmes. Les gestes de solidarité se multiplient venant des particuliers ou des collectivités. La ville de Paris a affrété un train spécial qui doit partir ce soir avec du personnel et des engins de voirie. Parmi les initiatives qui vous intéressent, d'après vos coups de téléphone, celle des architectes et ingénieurs du monde, dont je vous donne à nouveau les coordonnées. Ils se proposent, vous le savez, de reconstruire bénévolement les bâtiments endommagés. Leur adresse, 18 rue de Gerland à Lyon, CCP 49 58 20H. À notre tableau d'honneur, comme chaque vendredi, ceux ou celles qui ont marqué l'actualité de la semaine sans que, toujours, on connaisse leur nom ou leur visage. À l'honneur, l'équipage d'un hélicoptère qui a fait merveille dans les opérations de sauvetage à Nîmes en début de semaine. Charles Decup, bonsoir. Vous êtes pilote à la base de sécurité civile de Montpellier. À vos côtés, Monsieur Canville, mécanicien, treuilliste, sauveteur. Alors, combien de personnes avez-vous sauvé tous les deux? Eh bien, le premier jour, 49 personnes. Nous avons sorti des flots, si on peut dire. Oui. Nous avons été le premier hélicoptère de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur à arriver sur les lieux. Nous avons essayé d'organiser un petit peu le secours aérien. Il n'y avait rien. Par la suite, il y a 6 Alouettes 3 de la sécurité civile qui sont arrivés sur les lieux. Et à nous 6, nous avons sorti 163 personnes, je crois, sur les toits des voitures, dans les cars ou dans des positions d'insécurité dans lesquelles ils se trouvaient. Est-ce que c'était un travail particulièrement difficile par rapport à ce que vous faites d'habitude? C'est un travail un petit peu particulier, mais enfin, en tant que groupement hélicoptère de la sécurité civile, c'est notre tâche, la protection des personnes et des biens. Et donc, nous sommes assez souvent confrontés à ce genre de problèmes, soit dans les différents plans hors sec et dans la vie de tous les jours. On vous appelle les dragons. Pourquoi? Oui.
Eh bien, Dragon, c'est le nom qui a été donné, le nom de code radio qui a été donné aux hélicoptères de la sécurité civile depuis l'origine. Pourquoi? Je ne suppose que c'est un rapport avec l'animal. C'est le lieutenant-colonel Curie des pompiers de Paris qui a créé ça, et ça vient peut-être de là, je ne sais pas trop. En tout cas, bravo à tous deux, bravo pour ce travail que vous avez fait à Nîmes et que vous continuez à faire tout au long de l'année en France. Un mot encore, les tirages au sort des Coupes européennes de football. Il n'y a plus que 2 clubs français en lice. Monaco rencontrera en Coupe des champions Bruges, champion de Belgique 88. Les Girondins de Bordeaux feront face pour la Coupe de l'UEFA au club hongrois d'Újpest Dózsa. Un léger avantage pour les Français, me dit-on. Ils disputeront le match retour à domicile. Match aller le 26 octobre prochain. Rapidement encore, les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé à Auteuil demain. Vous allez les découvrir sur votre écran. Les voici: le 8, le 3, le 2, le 9, le 5, le 7, le 6 et le 11. Voilà, à 23 h, Philippe Lefebvre vous donnera les toutes dernières nouvelles de la journée. Vos rendez-vous de l'information pour le week-end sur Antenne 2. Demain, Bernard Rapp pour l'assiette anglaise, après Daniel Biladian, bien sûr, pour le journal de 13 h. Très bonne soirée, merci d'avoir suivi ce journal. À lundi, 20 h.